Direct sur CNews et Europe 1 avec Jordan Bardella. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Président du Rassemblement national, on va parler de votre livre, Ce que veulent les Français, aux éditions Fayard. C'est important parce que ça parle de la vie de nos compatriotes, de solutions aussi que vous esquissez à travers chaque portrait. Et que voilà, ça fait un livre de rencontres avec des chapitres intéressants. Avant ça, quelques questions d'actualité. Jordan Bardella, on est en pleine crise sur le narcotrafic, des actes criminels à la fois à Grenoble et à Marseille. Comme à chaque fois, on insiste, on a l'impression à une opération de communication du côté du gouvernement, réunion à l'Élysée, déplacement à Marseille prévu. Est-ce que la lutte contre le narcotrafic est perdue dans ce pays ? Elle n'est pas perdue puisqu'elle n'est pas menée. Et donc, les policiers ne travaillent pas ? Les policiers travaillent avec beaucoup de courage. Et ils sont peut-être les seuls d'ailleurs à avoir ce sentiment-là, qui est celui de vider l'océan avec une cuillère. Le combat contre le trafic de drogue est un combat existentiel. Parce qu'il fait peser dans d'innombrables quartiers aujourd'hui une sécession de beaucoup de territoires dans lesquels nos compatriotes honnêtes qui travaillent et qui doivent vivre au milieu de ces trafiquants de drogue est devenu un véritable abandon. Donc il faut mener une guerre sans merci contre les trafiquants de drogue. Cette guerre, elle commence évidemment à nos frontières. Il faut reprendre en main le contrôle de nos frontières nationales. Il faut évidemment entamer des partenariats avec les pays de départ de ces substances et notamment de la drogue. Et il faut mettre en place, et j'en parle aussi dans ce livre, une politique pénale qui soit ferme, efficace, implacable. Nous avons des peines maximales dans le droit français, il doit exister des peines minimales. Il faut construire des places de prison avec des places de prison hautement sécurisées pour les détenus qui sont particulièrement dangereux sur le modèle des luttes anti-mafia. C'est déjà le cas. Qui sont menées pour l'instant dans le bon sens, mais c'est de manière dérisoire. Il faut s'inspirer de ce qui a été fait notamment en Italie dans la lutte contre les mafias. Et de ce point de vue-là, c'est un changement de culture qu'il faut à l'égard de la délinquance et de la criminalité. Il faut aussi protéger nos forces de l'ordre et nous proposons notamment la mise en place d'une présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre qui sont en première ligne face à des trafiquants de drogue toujours plus armés, toujours plus dangereux. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous ferons du rétablissement de l'ordre et de la sécurité un des objectifs, un des grands piliers de notre action. Et taper sur les consommateurs, leur rappeler en permanence que chaque fois qu'ils achètent de la drogue, douce ou pas douce, il n'y a pas de drogue douce, ils sont co-responsables de ces massacres ? Oui, je le crois. La drogue doit être combattue à la racine, qui est celle évidemment de la vente et du trafic, mais aussi auprès des consommateurs avec des amendes durcies et en étant beaucoup plus dur à l'égard de la récidive. Moi, ce qui me frappe et ce qui frappe beaucoup de Français, c'est la faiblesse de notre système de justice à l'égard de cet ensauvagement qui gangrène notre pays. Il faut des actions très fortes contre ce qu'on appelle les 5000 chefs de gang qui sont identifiés, suivis par les services de renseignement. Il faut neutraliser les têtes de réseau, les mettre en prison. Il faut contrôler nos frontières pour empêcher les substances de rentrer sur le sol français et d'atteindre les banlieues françaises. Il faut mener une lutte sans merci contre les armes dans les banlieues et ces kalachnikovs qui sont en circulation dans les caves de nos cités. Mais il faut aussi évidemment être beaucoup plus dur avec les consommateurs. Aujourd'hui, les amendes sont dérisoires. Et il faut faire comprendre que derrière chaque consommateur qui achète de la drogue, il y a du sang versé et en tout cas un acte illégal hautement dangereux pour la société française. Donc on augmente les amendes, on augmente les punitions pour les consommateurs. Oui, bien sûr, quand j'entends, si vous voulez, la gauche, l'éternel angélisme appelé à la légalisation de la drogue, je me dis que non seulement c'est très dangereux, mais qu'ils ne comprennent absolument rien à ce qui est en train de vivre notre pays et à cette sécession qui est en train de s'organiser dans beaucoup de territoires. J'ai grandi dans une cité au milieu du trafic de drogue et je peux vous dire que les premières victimes de cette impuissance publique, ce sont les familles qui habitent dans ces quartiers. Beaucoup sont issus de l'immigration, mais il y a beaucoup de gens qui respectent les lois françaises et qui n'ont pas envie de voir évidemment le pays s'effondrer autour d'eux et la violence s'imposer comme une loi commune. La deuxième question d'actualité que je voulais évoquer avec vous, c'est cette enquête de l'IFOP qui est parue dans le Figaro ce matin sur l'islam de France. Le fait religieux augmente, la pratique rigoriste chez les jeunes générations augmente. Une jeune femme sur deux porte le voile de façon volontaire. Est-ce que c'est une réponse pour vous, Jordan Bardella, à une société de plus en plus laxiste, sans repères, notamment pour les jeunes, ou est-ce que c'est le résultat de l'entrisme des frères musulmans ? C'est d'abord le résultat de 30 années de politique d'immigration hors de contrôle, qui a importé sur le sol de France une autre culture, des autres traditions, une autre conception de l'égalité homme-femme. C'est la conséquence d'un refus total d'une politique d'assimilation à l'égard des nouvelles générations. Il y a quelques années, quand des gens arrivaient dans notre pays, on leur demandait un effort exigeant
qui était celui d'oublier une partie de leur culture d'origine pour se fondre dans la culture nationale, pour épouser le roman national, les modes de vie à la française et cet art de vie français que nous chérissons tant. L'État a totalement démissionné, d'abord par la force du nombre, parce que quand on accueille 500 000 personnes chaque année dans notre pays, évidemment que ce basculement démographique s'opère dans beaucoup de territoires et l'islamisation s'enracine dans d'innombrables quartiers de France. Et donc il faudra demain et après-demain du courage pour affronter ce qui apparaît aujourd'hui comme la plus grande menace, la menace existentielle qui pèse sur l'identité française, à savoir la disparition de la France dans beaucoup de quartiers. Ce défi il est encore plus, et moi j'ai vu ces chiffres, évidemment il est encore plus frappant pour les jeunes générations. Ça vous surprend pas ça que les jeunes qui cherchent des repères se tournent vers la religion plutôt que vers l'État et ses valeurs ou d'autres sociétés? Ça ne me surprend pas parce que nous dénonçons cela depuis des années. Et nous sommes ceux qui, précisément sur ce sujet, avec Marine Le Pen, avons alerté bien avant tout le monde notre pays sur la montée du fondamentalisme islamiste, la multiplication dans notre pays des mosquées radicales et l'impuissance publique à l'égard d'associations comme les Frères musulmans, dont je rappelle dans mes écrits qu'ils devraient être considérés comme une organisation terroriste, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du Golfe, comme c'est le cas aux Émirats arabes unis, comme c'est le cas par exemple dans des pays européens comme l'Autriche. Donc si demain nous sommes à la tête du pays, nous mènerons une lutte sans merci contre le fondamentalisme islamiste. Ça passe par la fermeture des mosquées radicales. Il y en a près de 500 qui sont identifiées par les services de renseignement. Elles ne sont pas fermées. Ça passe par l'expulsion de notre pays des étrangers qui sont radicalisés pour permettre aux services de renseignement français de se concentrer sur les radicalisés français, les islamistes français, et évidemment sur la dissolution de toutes les organisations qui diffusent l'islamisme, qui diffusent la haine de l'Occident, qui diffusent la haine des Juifs, la haine des femmes, et qui prônent non pas la séparation, on parle souvent de séparatisme, mais véritablement aujourd'hui la conquête de la France et la conquête de l'espace public. Une question à Louis de Lorrainel, avant les questions des Français. Oui, Jordan Bardella, il y a aussi dans cette étude, on apprend cette information, une femme française musulmane sur deux déclare se voiler. Quel message vous adressez aux musulmans de France? Qu'est-ce que vous leur dites en réalité? Je leur dis que... Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? D'abord, moi je considère que le voile, le port du voile islamique n'est pas souhaitable dans la société française, dans la mesure où il est aujourd'hui l'étendard des fondamentalistes islamistes et qu'il marque très clairement un distinguo entre l'homme et la femme. Vous voulez l'interdire, hein? Moi, je suis pour l'extension de la loi de 2004, d'abord dans un premier temps, à l'ensemble des bâtiments de la sphère publique. Je veux dire, dans une mairie, dans une université, dans un bâtiment qui a des missions de service public, on devrait appliquer la même loi de 2004 qui prohibe le port de signes religieux ostentatoires. Donc, nous souhaitons réaffirmer la laïcité et faire en sorte que les lieux publics redeviennent des sanctuaires républicains où s'applique la loi de la République, où s'appliquent nos coutumes et où nous revendiquons et nous assumons l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est un fondement de notre civilisation, qui est un fondement de la civilisation européenne et qui est profondément dans l'ADN de notre identité. Donc, je veux dire, moi je n'envisage pas que mon pays disparaisse dans 30, 40 ou 50 ans. Or, aujourd'hui, ce basculement démographique qui a lieu dans beaucoup de territoires, la façon dont les fondamentalistes islamistes imposent leurs discours, leurs interdits et leurs revendications face à la défaite de beaucoup d'élus qui ont sombré dans le clientélisme dans les quartiers de gauche comme de droite, eh bien évidemment, moi j'appelle à un sursaut. Et je veux dire aux Français qui nous regardent ce soir que notre pire ennemi, c'est le temps qui passe. Encore une fois, une taxe, ça se change en 24 heures. L'identité d'un pays, à partir du moment où elle est abîmée, eh bien les conséquences peuvent être irréversibles. Jordan Bardella, les Français ont des questions à vous poser, téléspectateurs, auditeurs. On va commencer par Renée, qui est commerçante à Marseille. Elle va vous parler de l'insécurité. On l'écoute. Monsieur Bardella, bonsoir. Je suis Renée, commerçante à Marseille. Je vous pose la question suivante. Que comptez-vous faire pour la sécurité en France, pour les femmes, après 19 heures, pour qu'elles puissent se balader sereinement? Voilà pour la question de Renée. Jordan Bardella. Alors, dans un premier temps, parce qu'avant d'agir, il faut voir le réel, je vais mettre fin à non pas seulement à cette culture de l'excuse, mais à ce déni de l'État depuis 30 ans sur la montée de l'insécurité en France. L'insécurité est l'un des plus grands périls qui se posent aujourd'hui à notre pays. Et avant même de parler d'une politique économique ambitieuse, on n'attirera pas demain des investissements, et notamment des investissements étrangers. On ne continuera pas de demeurer un grand pays touristique tant que nous aurons des chiffres de l'insécurité qui, année après année, augmente, tant que nous aurons des femmes dans notre pays, des femmes françaises, qui le soir, lorsqu'elles rentrent dans certains quartiers, lorsqu'elles empruntent les transports en commun d'Île-de-France, changent de trottoir, modifient leur tenue, regardent derrière elles en rentrant chez elles. Donc nous ferons du retour de la sécurité et du retour de l'ordre une priorité de notre action. Premièrement, il faut un tournant en matière
pénale. Je l'ai dit, je l'ai écrit dans ce livre, il faut mettre fin à 30 années de politique de l'excuse. Il faut mettre fin à 30 années de politique judiciaire laxiste. Ça passe par l'instauration de peines minimales, de peines planchées. Il existe des peines maximales dans le droit français, il doit exister des peines minimales. Deuxièmement, nous souhaitons mettre fin aux aménagements de peines pour les peines de plus de 6 mois de prison ferme qui sont prononcées dans les cas d'atteinte à l'intégrité physique. L'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré dans le droit français. Quand on voit, madame, tous les jours, des gens qui s'en prennent à des personnes âgées, des gens qui s'en prennent à des femmes seules dans l'espace public, dans la rue, dans les transports en commun, que ces personnes-là passent devant des policiers en garde à vue, qu'ils passent devant un juge et qu'ils sont remis en liberté, et qu'à chaque fois que vous avez une peine de prison de moins de 2 ans qui est prononcée et que cette peine est aménagée alors que vous portez atteinte à la sécurité des Français et à l'intégrité d'une personne généralement vulnérable, c'est inacceptable et c'est insupportable pour des millions de Français. Nous allons expulser les délinquants et criminels étrangers. Voilà, vous êtes un étranger en France, vous commettez un crime ou un délit, dehors. Il n'y a aucune raison que nous gardions sur le sol de France des gens qui viennent dans notre pays et qui ne respectent aucune des us et coutumes et aucune des lois, et à commencer évidemment par le trouble à l'ordre public. Et puis nous allons construire des places de prison. Vous n'allez pas me faire croire que dans un pays qui a les plus grands groupes de BTP au monde, on n'est pas capable de construire les 40 000 places de prison qui nous manquent aujourd'hui pour être ne serait-ce qu'à la moyenne européenne. Jordan Bardella, dans ce livre, Ce que veulent les Français, vous dressez d'ailleurs le portrait, vous avez rencontré une magistrate, elle s'appelle Pascal, ancienne avocate, qui a divisé son salaire par 10 pour devenir juge, eurodéputée RN depuis, mais vous faites le constat quand même que la plupart des magistrats ont vraiment à cœur de faire leur travail dans des conditions que personne n'imagine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que les magistrats ne font rien. Ils sont à la tâche, avec des moyens absolument pitoyables, j'aurais envie de dire, par rapport à la moyenne européenne. Est-ce qu'il y a assez de magistrats? Combien de magistrats en France aujourd'hui? Combien vous en voulez en plus? J'essaie de, je dirais pas de penser contre moi-même, mais de dresser un état des lieux objectif de la situation de notre pays. On entend très souvent, parfois par facilité, mais parfois aussi par la réalité des faits, dire toute la justice est laxiste. Il y a dans notre pays, et les confessions que je livre de cette magistrate, qui objectivement n'est pas une magistrate de gauche, qui est une magistrate d'un très grand professionnalisme, qui a été objective, qui a vécu la justice de l'intérieur, à la fois comme avocate et ensuite comme magistrate, venir dire qu'il y a, c'est vrai, une partie de la magistrature qui est politisée. On a, quand on regarde les scores du syndicat de la magistrature, qui est un syndicat de gauche, d'extrême gauche, qui a placardé les photos de responsables politiques de droite sur ce fameux mur des cons, une partie de la magistrature qui assume des convictions à gauche et à l'extrême gauche, qui en fait état, qui appelle à voter contre des candidats, qui prend position contre Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle, qui prend position contre Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007 puis de 2012. Donc il y a une partie de la justice qui a des décisions politisées et qui nourrit, qui traduit en acte cette culture de l'excuse, qui vise à trouver systématiquement une excuse à celui qui agresse ou à celui qui s'en prend à quelqu'un de fragile. Mais il y a aussi une partie des magistrats qui font leur travail correctement et qui ne font qu'appliquer les lois. Combien il en faut de plus? Combien vous en voulez de plus de magistrats? Mais il y a évidemment des efforts financiers et des efforts matériels à faire sur les moyens de la justice. Je ne les nie pas, j'en parle dans ce livre. Mais je pense qu'il faut changer de philosophie en matière pénale. Je veux dire, tout ne se règle pas à coût d'argent ou à coût de subventions. Il y a beaucoup de choses qui se règlent en termes d'augmentation des moyens. Ça a été fait à petite échelle par le gouvernement et on ne peut pas le nier. Mais quand on vous demande d'aménager des peines sous les 2 ans de prison ferme prononcées pour des cas d'atteinte, par exemple, à l'intégrité physique, pour des gens qui s'en prennent à des gens dans la rue, c'est insupportable. Donc nous souhaitons rompre avec cette politique de l'excuse, nous souhaitons ce sursaut pénal. Et je veux dire, quand un magistrat remet en liberté, bien souvent, il applique la loi et il applique le cadre légal aujourd'hui. Donc ce cadre légal n'a pas bougé depuis 30 ans. Et moi, je dis, est-ce qu'on a le droit, dans notre pays, d'essayer au moins, et on jugera sur pièce, ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Eh bien, nous en avons l'ambition, la volonté et la conviction. Frédéric Roy, qui est boulanger, vous faites le portrait dans ce livre d'un boulanger qui lui est dans le Nord, qui s'appelle Olivier, qui a 55 ans. Là, Frédéric Roy, il est à Nice. Il a une question pour vous. Écoutons-le. Monsieur Bardella, si vous étiez élu, ou un membre de votre mouvement était élu président de la République en 2027, seriez-vous en capacité
de créer un statut spécifique pour toutes ces petites entreprises, car n'oublions pas que c'est nous qui remplissons les caisses de l'État, pourtant on ferme les uns derrière les autres, et le jour où on ne sera plus là, il n'y aura plus personne pour remplir les caisses. Et si la réponse est oui, seriez-vous prêt à venir me rencontrer avec un collectif de collègues boulangers et plus largement d'artisans, afin qu'on vous explique réellement nos situations au quotidien, mais aussi vous faire de vraies propositions qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent. Voilà ma question. Voilà pour Frédéric Roy. Il fait partie du chapitre de ceux qui nous nourrissent dans votre livre. D'abord, sur l'exercice que j'ai mené auprès de ce boulanger, j'ai voulu écrire contre le grand effacement de la France, contre cette ruralité que l'on oublie, et on oublie à quel point la boulangerie, dans d'innombrables villages de France, dans d'innombrables territoires ruraux, c'est le dernier lieu de vie du village. Je l'explique dans ce livre au travers du portrait d'Olivier, qui est un homme incroyable, qui a mis les clés sous la porte parce que sa facture d'électricité a été multipliée par 5 et qui, mois, après avoir lutté, après avoir essayé de s'en sortir, après avoir essayé d'appeler à l'aide, a mis la clé sous la porte. Et en mettant la clé sous la porte, c'est non seulement son propre travail que l'on enterre, mais c'est aussi le pain, les cloches, ces villages et ces territoires ruraux dans lesquels aujourd'hui la vie disparaît, et elle disparaît en silence et dans une souffrance dont, honnêtement, je me rendais compte avant, mais il faut aller parler avec les Français chaque jour, tout le temps, au quotidien, pour se rendre compte de ce que vivent notre pays. Et donc, si demain je suis à la tête du gouvernement, nous portons l'ambition de libérer les entreprises, et notamment les TPE-PME, des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur elles. Et je parle de l'énergie dans ce livre, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la désindustrialisation du pays, la fermeture de petits commerces est bien souvent uniquement liée. Évidemment, il y a des questions de paperasse, il y a des questions de taxes confiscatoires qui sont devenues insupportables aujourd'hui pour nos entrepreneurs, pour nos chefs d'entreprise, dont j'essaie modestement de porter la voix. Mais la facture d'électricité, quand la France subit des règles européennes qui fait que, alors que nous avons un parc nucléaire d'exception qui devrait nous permettre d'avoir une des énergies, une des électricités les moins chères d'Europe, voire les moins chères du monde, et que parce que l'Allemagne n'a pas fait les mêmes choix énergétiques, on doit de manière artificielle adosser le prix français sur le prix allemand, c'est insupportable dans la mesure où ça entraîne un renchérissement des factures pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour de grands industriels, qui fait que, eh bien, aujourd'hui, c'est un boulet pour l'économie française. Et donc, si demain, on est à la tête du gouvernement, très simplement, nous allons faire en sorte que la France puisse vendre à ses entreprises et évidemment aux ménages qui nous regardent et aux familles qui nous regardent ce soir, une électricité à 50 ou 60 euros le mégawattheure, parce que nous devons redevenir un paradis énergétique. C'est la condition, je vais faire baisser les factures, c'est la condition non seulement pour permettre aux gens de retrouver du pouvoir d'achat, mais aussi à nos chefs d'entreprise de retrouver de l'oxygène. Et Monsieur Roy m'a proposé une rencontre pour parler des solutions. Évidemment que je l'accepte, bien sûr. Vous savez, l'enseignement de ce livre, c'est que le bon sens populaire, ça existe encore. Voyez, et quand vous discutez avec les gens, quand vous prenez le temps de discuter avec des Français, avec des agriculteurs, des éleveurs, des policiers, des enseignants, des boulangers, vous avez non seulement une vision de ce qu'est notre pays aujourd'hui, mais vous avez surtout dans la bouche des Français et dans leur cœur les solutions à ce que nous vivons. Louis Dragnel. Moi, en lisant votre livre, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la souffrance des Français. Je pense notamment au récit que vous faites du pêcheur, l'agriculteur, le policier et évidemment le boulanger. Est-ce que, en toute honnêteté, vous aviez mesuré cette souffrance-là avant de partir à la rencontre des Français ? Un petit peu, oui. Ça fait maintenant, je commence à avoir un petit peu d'expérience. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la politique. J'ai affronté plusieurs campagnes électorales et moi, j'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait l'ENA. Ça m'est souvent reproché par mes contradicteurs comme un reproche qui consisterait à dire qu'on n'est pas capable de répondre aux attentes des Français quand on n'a pas fait l'ENA. Je pense que l'environnement dans lequel j'ai grandi, que le fait d'avoir été élevé par ma mère qui est ATSEM, dont je parle dans ce livre, qui a gagné 1 400 € toute sa vie en aidant les enfants, en faisant des tâches ménagères dans les écoles maternelles, en grandissant dans une cité qui était aux mains du trafic de drogue, tout ça vous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et tout ça vous connecte de manière je dirais quasi inaltérable au peuple français et à ce que vivent les Français chaque jour. Donc évidemment que de par mon parcours, que de par le mouvement dans lequel je suis, qui a toujours fait de la proximité avec les gens, avec les Français, le cœur de son projet politique, de par mon engagement politique purement et simplement, évidemment que j'avais conscience de beaucoup de réalités. Mais je peux vous dire que le fait d'être parti un an
Je pense d'ailleurs à cette phrase j'ai beaucoup aimé le livre de Sylvain Tesson, Les Chemins Noirs, et il a cette phrase dans ce livre, il dit « certains hommes veulent rentrer dans l'histoire, moi j'ai préféré disparaître dans la géographie et prendre les routes de notre pays, aller sans caméra de télévision, sans collaborateurs, sans observateurs, sans médias, sans réseaux sociaux, au contact des Français, passer plusieurs jours sur une exploitation agricole, sur le bateau d'un pêcheur, dans une salle de classe avec un enseignant, dans un cabinet médical, vous livre la France comme on ne la voit plus depuis les plateaux de télévision. Et oui, il y a un divorce aussi aujourd'hui entre ce qui se dit à Paris et ce que vivent les Français. Et moi, modestement, j'ai voulu écrire ce que vivaient les Français. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé entre la misère économique, on voit bien, il y a des récits de gens qui travaillent comme des acharnés et qui gagnent rien à la fin du mois, et l'incapacité à transmettre? Parce que moi, je trouve que c'est ces deux volets-là qui apparaissent de manière assez claire. C'est l'incapacité de transmettre, l'incapacité de faire passer, d'avoir quelqu'un qui vous succède. Je pense aux pêcheurs, à l'agriculteur. Voilà. Où est-ce que vous placez moi, évidemment, ça m'a frappé parce que je suis extrêmement sensible à la transmission. Et on fait de la politique aussi pour que les générations qui viennent après nous puissent recevoir entre les mains notre pays encore plus beau, plus riche, plus grand, et encore plus fier que celui dont nous avons pu nous hériter. Ce qui m'a frappé, c'est la solitude des gens aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens se débrouillent seuls, les gens n'attendent plus rien d'un État qui est de plus en plus confiscatoire. Et que ce soit chez les gens qui travaillent, qui essaient de gagner leur vie, ou chez les gens qui ont travaillé, il y a ce sentiment aujourd'hui presque unanime dans le pays d'être quasiment tous au service de l'État, de travailler pour l'État, de donner l'intégralité de ce qu'on gagne à l'État, d'être taxé matin, midi et soir, d'être accablé par des normes, d'être accablé par de la paperasse. Je veux dire, quand je parle de ces agriculteurs qui passent 2 jours et demi par semaine, alors qu'ils n'arrivent pas à gagner un revenu et qu'ils portent la souveraineté de la France, la souveraineté alimentaire de notre pays, et qu'ils passent 2 jours et demi par semaine à remplir des papiers, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut continuer à multiplier les normes? Comment est-ce qu'on peut continuer à multiplier la paperasse administrative sur des gens qui veulent passer du temps à l'atelier, qui veulent passer du temps dans la ferme, qui veulent passer du temps à travailler de leurs mains, mais qui ne peuvent plus passer leur vie à remplir des CERFA et à n'avoir comme seul contact avec l'État que la pression de celui qui va punir, de celui qui va taxer, de celui qui va normer. C'est insupportable. Donc il y a un besoin de liberté aujourd'hui, et ce besoin de liberté dans l'économie française, il touche aussi bien les gens qui travaillent et qui aimeraient pouvoir gagner plus à la fin du mois parce qu'ils ont conscience de payer trop de charges, nos chefs d'entreprise qui aujourd'hui n'arrivent plus à créer de la richesse, et je vous rappelle qu'on est dans un pays où il y a une entreprise qui fait faillite toutes les 5 minutes, et évidemment les gens qui ont travaillé et qui aimeraient pouvoir profiter de leur retraite en bonne santé. Une dernière question, Jordan Bardella, c'est un retraité girondin qui vous interpelle sur votre manque d'expérience dans la vie active. On va l'écouter. Bonjour Monsieur Bardella, alors j'aurais une question à vous poser. Est-ce que, à mon avis, comme un ancien, est-ce que vous ne manqueriez pas d'expérience dans la vie active par vos manques finalement de travail, de travail effectif et, comme je dis, dans la vie courante? Voilà, la réponse. Vous savez, quand on fait de la politique, qui plus est à l'âge que j'ai, et quand on est parlementaire, j'ai 30 ans, mais je n'y pourrai rien de toute manière, et si tout se passe bien, j'aurai 35 ans dans 5 ans et 40 ans dans 10 ans, c'est comme ça, malheureusement je n'y pourrai rien. J'ai été président et je suis président du premier parti de France depuis l'âge de 27 ans. J'ai sous ma responsabilité près de 1000 élus, des dizaines de salariés. Je suis parlementaire depuis l'âge de 23 ans, et c'est vrai que je fais de la politique depuis maintenant plus de 10 ans. Mais je ne rougis pas et je n'ai pas honte de cela. Je pense que pour exercer des responsabilités à plus haut niveau, c'est bien d'avoir fait de la politique sur le terrain. C'est bien d'être au contact des Français chaque jour. Et je vais vous dire, j'ai profondément le sentiment que dans ce qu'on défend, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on propose, c'est à ça qu'il faut juger. Et il y a ce que ressentent des millions de Français. Et je vais vous dire, je pense que si nos électeurs et si les Français qui sont chaque jour plus nombreux à nous accorder leur confiance avaient le sentiment qu'on était déconnectés de la réalité, alors nous ne serions pas aujourd'hui donnés en tête d'une potentielle élection législative ou même de l'élection présidentielle. Mais j'ai l'humilité de dire, par exemple, à un chef d'entreprise que je ne sais pas mieux que lui comment fonctionne son entreprise. Et donc, si j'ai voulu faire ce livre aussi, si j'ai voulu livrer ce que me disent les Français chaque jour, c'est parce que le rassemblement, l'alternance, le redressement du pays, il se fera d'abord et avec les Français. Et au fond, ce qui m'a le plus frappé dans ce livre, c'est que les gens se disent « Mais est-ce qu'on aura enfin à la tête du pays des gens qui aiment la France,
qui respecte les Français et qui considère ceux qui travaillent. Eh bien, je crois avec beaucoup d'humilité que nous faisons partie de cela. Ce que veulent les Français, c'est votre livre aux éditions Fayard. Jordan Bardella, une dernière question d'actualité qui a trait à Boualem Sansal, notre écrivain franco-algérien qui est revenu aujourd'hui en France. Le président Macron l'a rencontré. Emmanuel Macron affirme qu'il est disponible pour échanger avec le président algérien afin de pouvoir avancer. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je souris en fait avec beaucoup d'inquiétude parce que d'abord, Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal à la voix de la France sur la scène internationale. Il a démissionné face aux provocations de l'Algérie depuis maintenant plusieurs années, avec une intensité ces derniers mois. On l'a vu autour de Boualem Sansal, on l'a vu autour de la question des visas. Je pense que dans ce monde en convulsion qui est en train de se dresser autour de nous, la France retrouvera de la crédibilité si elle arrête d'évoluer un genou à terre. Voilà, les faibles, les naïfs, ceux qui ne voient la diplomatie qu'au travers de la servitude et d'une forme de naïveté qui est devenue une naïveté bien française en la matière et bien spécifique à Emmanuel Macron, seront mangés par l'effort et disparaîtront. Donc, nous devrons demain, à la tête du pays, ouvrir une discussion avec l'Algérie et expliquer à l'Algérie que nous avons donné à l'Algérie son indépendance. Elle doit maintenant nous donner la nôtre. Et si demain l'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants, alors très calmement, très sereinement, il n'y aura plus aucun visa qui sera donné à un ressortissant algérien à partir du moment où l'Algérie refusera de jouer le jeu de la diplomatie. Nous arrêterons de donner des subventions, de l'argent des contribuables de ceux qui nous regardent ce soir, à qui on demande d'ailleurs de se serrer la ceinture et à qui on vient dire on va donner encore de votre argent à des pays étrangers et notamment à l'Algérie. Nous mettrons fin au transfert privé et accessoirement nous dirons à ces chefs d'État eh bien vous ne pourrez plus venir vous faire soigner en France tant que vous insulterez la France. Donc de grâce, arrêtons de concevoir l'avenir de la France avec un genou à terre. Jordan Bardella était l'invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci d'être venu. Ce que veulent les Français aux éditions Fayard. Merci Louis de Ragnel. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.